Merci beaucoup, Asma. C'était surtout l'occasion de vous montrer une fois de plus disons, la puissance de l'outil où on combine la microbiologie, la génétique microbienne, les mutants éventuels avec la biologie cellulaire. C'est ce qu'on appelle maintenant la microbiologie cellulaire, c'est d'interroger les interactions à l'interface avec des cellules et éventuellement avec des tissus. Donc merci beaucoup, Asma. C'était exactement ça le message que je voulais faire passer, c'est de vous montrer la puissance de l'outil et ce qu'on en espère. Donc je propose que... excusez-moi une seconde, je vais mettre la présentation d'Éric de Namur. J'espère que c'est ça. Donc je suis ravi de vous présenter le professeur Éric de Namur. Éric est professeur des universités et praticien hospitalier, PUPH à l'hôpital Bichat, donc à l'université Paris Diderot et à l'hôpital Bichat. Il est directeur d'une unité mixte INSERM et faculté Paris Diderot et Paris Nord qui s'appelle YAM. YAM, c'est pour infection, antibiothérapie ou antibiorésistance, modélisation et évolution. Et donc, Éric est un je dirais, de nos grands spécialistes de la phylogénie microbienne, et en particulier dans le domaine des Escherichia coli, qui est un de ses domaines favoris, si je puis dire. C'est un des meilleurs experts de la génomique des Escherichia coli, d'essayer de faire avancer un petit peu les choses dans justement la compréhension de cette plasticité génomique que peuvent avoir les entérobactéries et l'importance que, sous pression sélective, en fait, antibiotiques ou autres, ces micro-organismes peuvent véritablement accélérer au fond l'évolution de leur génome de manière à s'adapter très très rapidement aux changements de conditions environnementales. Et Éric a fait dans ce domaine-là un travail formidable ces dernières années, depuis un certain temps. En fait, c'est un travail qui est reconnu internationalement, nationalement aussi. Cette année, il a reçu la médaille Louis Pasteur de l'Académie des sciences. Ça en dit donc long finalement sur la qualité des orateurs que je vous invite à ces séminaires. Voilà. Merci Éric d'être venu. Merci Philippe, je vais essayer d'être à la hauteur de ta présentation. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, la première chose que j'ai fait finalement quand Philippe m'a proposé ce titre, Commensal ou pathogène, tout est-il écrit dans le génome, titre que j'ai trouvé un petit peu provocateur, c'est finalement de retourner un petit peu au vocabulaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire commensalisme? Commensalisme, ça vient du latin, c'est cum, avec, et mensa, la table, qui mangent à la même table. C'est le vivre ensemble finalement, c'est quand tout le monde s'entend bien sans se disputer. Et c'est une association entre la bactérie et son hôte sans conséquence pour chacun. Si on va un petit peu plus loin dans la symbiose, si on va vers le mutualisme bien, c'est une relation entre deux organismes dans laquelle les deux sont bénéficiaires. Un pathogène, c'est un microbe capable de causer des dommages à l'hôte. Alors, un pathogène opportuniste, c'est un microbe capable de causer des dommages à l'hôte quand les défenses de celle-ci sont diminuées. Et la virulence, comment je vais l'utiliser, c'est la capacité relative, notamment dans un modèle, pour un microbe de causer des dommages à l'hôte. Et enfin, je terminerai cet exposé en parlant un petit peu du saprophytisme, c'est-à-dire la vie dans l'eau ou le sol sans dépendre d'un autre être vivant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bactérie qui est un petit peu tout ça? Bien, il y a un candidat absolument idéal, il s'appelle Escherichia coli. Et il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'il y a un savoir considérable qui a été accumulé en termes de biochimie, biologie moléculaire, génétique, sur une souche modèle, la souche de laboratoire K12. Ça, c'est une souche. Par contre, si on va dans la nature, il y a une très grande diversité. On estime à peu près qu'il y a sur Terre 10 puissance 20 cellules d'Escherichia coli qui ont toutes des styles de vie très variés. Un Escherichia coli, ça alterne entre deux habitats majeurs. Un habitat primaire qui est le tube digestif des vertébrés. Et par exemple, chez l'homme, nous avons tous ici à peu près 10 puissance 8 Escherichia coli par gramme de fesses. Alors,
on a vu tout à l'heure, on parle souvent d'un coli comme un commensal. En fait, je pense que coli est plutôt un mutualiste, parce qu'il est clair que, par exemple, il protège l'hôte de la colonisation par des pathogènes, des mauvaises salmonelles, par exemple. Mais lui, il est également protégé de l'extérieur dans son milieu nutritif riche, qui est le tube digestif. Alors, on pense qu'à peu près la moitié des colis sont dans leur habitat primaire et la moitié sont dans leur habitat secondaire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le colis se retrouve automatiquement dans l'eau et les sédiments, où il peut vivre, nous le verrons en fin d'exposé, comme un saprophyte. Ça, c'est l'habitat normal des Escherichia coli, habitat primaire, habitat secondaire. Mais nous savons tous que c'est également un pathogène redoutable, un pathogène versatile qui est responsable de à peu près 1 million de morts par an, avec deux types de pathologies. Des diarrhées, une pathologie intestinale, et nous ne détaillerons pas cette partie, nous nous concentrerons sur la pathologie extra-intestinale qui l'entraîne. Cette pathologie extra-intestinale, elle est extrêmement variée. On peut la schématiser en deux grands groupes. Ce sont soit des infections localisées, avec des infections urinaires basses, des cystites, infections de la vessie, ou plus grave, infection du rein, infection urinaire haute, une pyélonéphrite. On a également des suppurations profondes diverses, notamment abdominales, des pneumonies. À côté de ces infections localisées, il y a des infections généralisées, c'est-à-dire que la bactérie passe dans le sang. Ce sont des septicémies, des bactériémies, et les points de départ de ces bactériémies sont le plus souvent urinaires et digestifs. Et puis, il y a une forme particulière, rare, d'infection généralisée qui se voit simplement chez les nouveau-nés, qui est la méningite néonatale avec septicémie. Alors commençons par voir un petit peu quelle est la génomique de l'espèce Escherichia coli. Il y a quelques années, nous avions, avec nos collègues de l'Institut Pasteur et du Génoscope, séquencé par méthode Sanger, c'est-à-dire obtenu des chromosomes circulaires de bonne qualité. Nous avions fait une annotation experte assez affinée, qui nous a permis de faire une génomique comparative de qualité. Nous avions à l'époque séquencé une vingtaine de génomes, et ce que je vais vous montrer pour 20 génomes est toujours vrai maintenant que l'on a séquencé des centaines de génomes. La première chose, c'est qu'un colis a un nombre de gènes variables. Vous voyez ici une souche, ça a entre 4200 et 5400 gènes. Étant donné qu'un gène de prokaryote, c'est à peu près 1 kilobase, cela fait qu'un génome d'Escherichia coli, c'est entre 4 millions à 5,5 millions de paires de bases. Et puis, au fur et à mesure qu'on a séquencé des colis, on a demandé combien de gènes sont partagés entre 2 souches, 3 souches, 4 souches, etc., jusqu'à 20 souches. Et vous voyez qu'on arrive à un plateau, et ça reste vrai maintenant qu'on a séquencé des centaines de souches. Il y a, disons, moins de 2000 gènes, il y a à peu près 1500 gènes à 2000 gènes, qui sont retrouvés dans l'ensemble des Escherichia coli. C'est ce qu'on appelle le génome cœur ou le corps génome. Cela représente moins de 50% du génome. Alors, sur ces gènes du corps génome, il existe également un polymorphisme nucléotidique. C'est ce qu'on appelle les SNP, Single Nucleotide Polymorphism en anglais. Et lorsque l'on prend ces séquences conservées, c'est par exemple 1000 ou 1500 gènes, et que l'on les aligne et qu'on fait un arbre phylogénétique qui représente finalement l'histoire évolutive des Escherichia coli, eh bien, on obtient 7 groupes phylogénétiques majeurs. Alors, si on veut un peu parler de termes évolutifs, le coli et la salmonelle ont vraisemblablement se sont séparés il y a à peu près 120 millions d'années. Et si on racine ici sur l'espèce la plus proche d'Escherichia coli, qui est Escherichia fergusoni, eh bien, vous voyez qu'on a ces groupes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais juste qu'on retienne le groupe A et B1 qui sont des groupes frères qui ont divergé il y a à peu près 1 million d'années, et puis ces groupes ici, ce groupe qui comprend des souches du groupe phylogénétique B2 qui ont divergé il y a beaucoup plus longtemps, il y a à peu près 40 millions d'années. Donc, nous avons un corps génome qui définit des grands groupes phylogénétiques. Ce que l'on a fait ensuite, c'est que l'on a regardé combien il y avait de gènes non orthologues au fur et à mesure que l'on séquence des souches. Et vous voyez que plus on séquence de souches, plus on trouve de nouveaux gènes. Et que nous ne sommes pas sur un plateau. Et qu'on continue de séquencer des Escherichia coli et on continue de trouver des nouveaux gènes. Il y a donc une diversité du contenu en gènes absolument considérable dans l'espèce Escherichia coli. Et finalement, vous voyez qu'on est à 18 000 gènes. 18 000, c'est pas loin de 20 000. Je vous rappelle que l'homme, Homo sapiens, a 20 000 gènes. Donc ça veut dire que Escherichia coli et Homo sapiens, finalement, ont le même nombre de gènes. Mais attention,
il y a une différence fondamentale. C'est que chaque individu de l'espèce Homo sapiens a 20 000 gènes, tandis que chez Escherichia coli, c'est l'ensemble des individus qui font ce pool de 20 000 gènes. Alors, quelles sont les pressions de sélection qui agissent sur ces différents types de gènes? Bien, regardons les gènes du corps génome, qui sont à peu près 11% des gènes du pangénome. Le pangénome, c'est l'ensemble de ces gènes ici que l'on a vu, ces 18 000 gènes. Eh bien, sur ces gènes du corps génome, si l'on interroge pourquoi codent ces gènes, que font-ils? Eh bien, ils ont presque tous des fonctions connues. Ce sont des gènes du métabolisme, des gènes structuraux, c'est assez facile à comprendre. Mais regardez, c'est complètement différent. Si l'on maintenant on demande quelle est la fonction des gènes qui ne sont présents que chez une souche, il y a très peu de gènes qui ont une fonction connue. Il y a beaucoup de gènes qui ont des fonctions inconnues, et puis il y a ce dont vous a parlé Philippe, des prophages, c'est-à-dire des virus, des bactéries qui sont intégrés dans le chromosome, et beaucoup de ces séquences mobiles dont j'ai vu qu'il vous a montré un intégron tout à l'heure, enfin un système de résistance, c'est-à-dire des séquences d'insertion. Ce qui veut dire que sur ces 10 000 gènes spécifiques de souche, en termes évolutifs, très vraisemblablement, ces gènes sont le plus souvent délétères ou neutres, et ils sont transitoires et purgés au cours de l'évolution, et ils sont, et nous le verrons quand même de temps en temps, adaptatifs, mais sûrement rarement adaptatifs. Donc, des pressions de sélection variables selon le type de génome, le corps génome, ou le génome variable, qui est le pangénome moins le corps génome. Alors, comment un chromosome peut continuer à se diviser avec un tel mouvement, avec autant de pertes et de gènes? Eh bien, ce que nous avons fait, nous avons aligné ici sur le corps génome l'ensemble des gènes qui étaient présents dans le corps génome, et nous avons regardé où se faisaient ces entrées et ces sorties de gènes. Eh bien, en fait, ce n'est pas du tout au hasard. C'est-à-dire que, par exemple, ça ne se fait pas dans un opéron, ça se fait dans des zones permissives. Et ce que l'on a vu, c'est représenté par ces pics ici, c'est qu'il existe des points chauds d'insertion et de délétion où l'on a insertion ou perte de nombreux gènes. Ce qui nous a fait dire qu'il y a de l'ordre dans le désordre du chromosome bactérien. Regardons un petit peu ce qui se passe en détail au niveau d'un de ces points chauds d'insertion, au niveau de l'ARN de transfert phénylalanine V. Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons ce qui s'appelle des îlots génomiques, c'est-à-dire que nous avons des fragments d'ADN qui sont variables en taille, qui vont de quelques kb à plus de 100 kilobases, et c'est un véritable Lego génétique. C'est un petit peu ce que vous a montré Philippe tout à l'heure pour les gènes de résistance, mais là, il n'y a pas de gène de résistance ici. Et vous voyez que lorsqu'on a regardé sur toutes ces souches et que l'on met des codes couleurs avec les modules qui sont partagés entre les souches, et puis en noir des modules spécifiques de souches, eh bien, vous avez des combinatoires multiples énormes. C'est-à-dire ici, regardez, par exemple, si je prends ce qui est rouge, il y a 1, 3, 4, 5. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, qu'on retrouve ici avec un dupliqué. Puis à chaque fois, il y a des bouts d'ADN qui sont spécifiques de souche. Ici, on a 1, 3, 4, 5 avec quelque chose de spécifique. Donc, cela veut dire qu'avec ce type de chromosome et ce type d'insertion d'îlot génomique, vous allez avoir des possibilités multiples d'avoir des génotypes par de multiples combinatoires. Donc, voilà un petit peu comment ce qu'on connaît de la génomique de l'espèce Escherichia coli. Il y a maintenant de nombreuses souches séquencées, ça ne change pas ce que l'on dit, et ce que l'on a montré chez Escherichia coli est vrai pour de nombreuses espèces bactériennes. Alors maintenant, qu'en est-il de la mutagénèse dans l'espèce, c'est-à-dire comment mutent ces bactéries? Eh bien, les cellules vivantes ont développé de nombreux systèmes pour réparer les lésions d'ADN et pour corriger les erreurs de réplication. Ces systèmes sont conservés dans le vivant et extrêmement coûteux, et on pouvait donc s'attendre à ce que le taux de mutation d'un organisme soit le plus bas possible et constant. Ce que nous avons fait, il y a maintenant une vingtaine d'années, avec nos collègues Ivan Matic et Miroslav Radman à l'Institut Necker, nous avons pris une collection de plus de 500 isolats naturels d'Escherichia coli, humains, commensaux et pathogènes, et nous avons mesuré la fréquence de mutation non létale dans le gène RPOB, qui code pour une sous-unité de l'ARN polymérase, et nous avons vu que cette mutagénèse dans RPOB reflétait bien la mutagénèse sur l'ensemble du chromosome.
c'est très simple à faire. La mutation, ça confère une résistance à l'antibiotique, la rifampicine. Donc il suffit d'étaler les bactéries sur des géloses avec et sans antibiotiques pour mesurer cette fréquence de mutation. Vous avez ici un exemple de ce que l'on voit pour 70 de ces souches. Certes, la fréquence de mutation à la rifampicine est en général de l'ordre de 10-8, mais vous voyez qu'il existe des bactéries dans la nature qui mutent 10 fois plus, 100 fois plus, voire 1000 fois plus. Ces bactéries qui mutent 1000 fois plus, c'est ce qu'on appelle des bactéries mutatrices ou des hypermutateurs. Et c'est intéressant parce que nous nous sommes aperçus qu'elles étaient toutes, ces bactéries mutatrices, ici surtout les mutateurs forts, elles étaient toutes délétées ou elles avaient inactivé les gènes du système de réparation des mésapariments, les gènes du SRM. Que font ces gènes? Eh bien, ces gènes réparent les erreurs de biosynthèse de l'ADN et inhibent la recombinaison entre les séquences d'ADN non identiques. C'est ce que nous reverrons tout à l'heure. Donc, nous avons dans la nature quelques pourcents de souches qui mutent 1000 fois plus que les autres. Alors, la majorité des mutations sont neutres ou délétères. Elles sont très rarement adaptatives. Alors, comment on peut expliquer qu'il y a quelques pourcents dans la nature de souches qui sont mutatrices, qui vont muter 1000 fois plus? Eh bien, nous avons proposé l'hypothèse que ces souches mutatrices soient sélectionnées non pas parce qu'elles sont mutatrices, mais tout simplement parce que, comme elles sont mutatrices, elles génèrent énormément de mutations, et parmi ces mutations, quelques-unes sont adaptatives. C'est ce qu'on appelle une sélection de second ordre. Ce n'est pas le mutateur directement qui est sélectionné. Ce qui est sélectionné, c'est le fait qu'il génère beaucoup de mutations. Parmi ces mutations, certaines sont adaptatives, et donc c'est ça qui est sélectionné. Alors ça, c'était sous-tendu par les modèles mathématiques, et nous avons amené des preuves épidémiologiques et expérimentales. Les preuves épidémiologiques, tout d'abord. Nous avons étudié une collection de plus de 600 souches humaines, commensales et pathogènes, et nous avons regardé quel était le pourcentage de souches mutatrices. Vous voyez que si on regarde des souches commensales ou des souches isolées de bactériémie, de pus, de différents types de diarrhée, de méningite néonatale et d'infections urinaires, eh bien on voit qu'il y a une augmentation significative des souches responsables d'infections urinaires qui sont mutatrices. Alors, l'urine n'est pas le milieu normal d'Escherichia coli. Je vous ai dit, l'habitat primaire, secondaire, c'est un tube digestif ou l'eau et l'environnement. Donc, cette urine, c'est un milieu hostile pour Escherichia coli. C'est pauvre en nutriments, il n'y a pas de fer, il y a un stress acide, osmotique, il y a un stress donc oxydatif. C'est difficile pour un coli de vivre dans l'urine. Et pourtant, ça pousse quand ça donne l'infection urinaire. Donc, l'hypothèse que nous avons proposée, c'est que le fait d'être mutateur permette à cette bactérie d'acquérir les mutations adaptatives qui lui permettent de pousser dans l'urine. Eh bien, nous avons confirmé ceci avec un modèle expérimental. Nous avons pris une souche de pyélonéphrite isolée à partir d'une infection rénale humaine du groupe phylogénétique B2 et nous avons inactivé le gène mutès. Et nous avons mis en compétition le mutant qui mute 1000 fois plus et la bactérie sauvage. Et nous avons fait pousser ces bactéries dans l'urine humaine. Ça pousse très bien au laboratoire, on prend de l'urine, on met les colis dedans, ça pousse très bien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on repique les colis tous les jours, ce qui fait un certain nombre de générations, et qu'on regarde au cours du temps qui gagne. Et les résultats sont exprimés en logarithme du ratio donc, du mutateur sur le sauvage. Et vous voyez que si l'on part d'un ratio de 1, de 10-1, de 10-2, de 10-3, de 10-4, on met 10-4 moins du mutant mutateur, eh bien, il gagne dans l'urine après une centaine de générations. Par contre, si on le met à un rapport de 10-6, il perd. Ça, c'est exactement ce que prédisent les modèles disant, c'est ici le sauvage qui est sélectionné parce qu'il a généré la mutation adaptatrice, étant donné qu'il était 10 puissance 6 fois plus important que le mutant, sinon c'est le mutant qui a trouvé les mutations adaptatrices. Alors, je vous disais qu'une bactérie mutatrice, ça mutait 100 à 1000 fois plus, et que les mutations étaient essentiellement délétères. Alors, quel est finalement le devenir du mutateur à long terme? Parce qu'on peut penser, comme il fait 1000 fois plus de mutations, certes, de temps en temps, il peut s'adapter, et il peut s'adapter s'il y a une pression de sélection antibiotique, mais muter 1000 fois plus, il va également muter dans des gènes essentiels. Bien, pour répondre à cette question, nous avons étudié l'histoire évolutive des gènes du système de réparation des mésapariments dans l'espèce Escherichia coli. Et vous avez ici l'exemple de ce que l'on a
vu lorsque l'on a séquencé le gène mutès dans des isolats naturels, regroupés ici avec des codes couleurs selon les groupes. Eh bien, ce que l'on voit, vous voyez, ce sont des mosaïques, c'est-à-dire qu'on a du bleu puis on a du rouge, parce que ça, c'est une séquence qui vient d'une autre souche, et puis ici, on a du vert, c'est une séquence qui vient d'une autre souche. Bref, ce que l'on a vu, c'est que ces gènes du système de réparation des mésappareillements, c'était des véritables mosaïques, et que ça signe de très nombreux transferts horizontaux de gènes avec recombinaison homologue au cours du temps, c'est-à-dire au cours de l'évolution, des millions d'années d'évolution des Escherichia coli. Et si on quantifie ces transferts et si on regarde différents gènes, des gènes métaboliques, des gènes qui sont que mutateurs quand on les inactive comme mutés ou que recombinants comme RECD, eh bien on voit qu'il n'y a pas de différence. Par contre, il y a de manière très significative une augmentation de ces transferts dans les gènes du système de réparation des mésappareillements et surtout mutès. Donc, ces gènes du système de réparation des mésappareillements sont des points chauds de recombinaison. Ils ont une histoire évolutive particulière sur le chromosome. Alors, nous sommes retournés au laboratoire et nous avons généré des mutants de ces différents gènes du système de réparation des mésappareillements et l'on a mesuré le phénotype de recombinaison chez ces mutants. Et vous voyez que, surtout mutès, vous avez une augmentation de la recombinaison énorme. Et lorsque maintenant on met en parallèle ces données mesurées au laboratoire de la recombinaison et le mosaïcisme, c'est-à-dire les transferts horizontaux observés dans la nature, on a une magnifique corrélation. Ceci nous a amené à proposer le scénario évolutif suivant. Il y a dans la nature vraisemblablement des alternances entre des périodes de haute mutagénèse et de basse mutagénèse. La bactérie inactive son gène mutès. Elle génère énormément de mutations, dont certaines sont adaptatives. Par exemple, c'est un tube digestif où il y a un antibiotique. Donc, ça va trouver plus facilement la mutation. Ça va rester dans le tube digestif. Mais simplement, cette bactérie mute énormément. Comme elle a inactivé le système de réparation des mésappareillements, et comme ça lui permet de recombiner beaucoup plus facilement, eh bien, elle va recombiner avec un gène mutès sauvage. Et elle va avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle va avoir la mutation adaptative et elle ne va plus muter. Nous avons donc proposé que le système de réparation des mésappareillements soit un véritable système de changement de vitesse de l'évolution et que les bactéries alternent avec des phases de mutagénèse élevées et basses. Alors ça, c'est la mutagénèse constitutive, à J1. Nous avons continué nos travaux en étudiant plus de 800 souches d'isolats naturels humains à niveau et environnemental. Et ce que l'on a mesuré maintenant, ce n'est plus la mutagénèse simplement à J1, mais c'est la mutagénèse après un stress. On a pris un stress tout simple, c'est la carence, la famine. On a affamé les bactéries une semaine en les laissant simplement dans la gélose à l'étuve, et puis on a remesuré la mutagénèse à J7. Et nous avons mesuré également toujours la fréquence de résistance à la rifampicine, donc les mutations de RPOB, et nous exprimons les choses dans le rapport J7 sur J1. Regardez, c'est étonnant. La majorité des bactéries, lorsqu'on les stresse, se mettent à muter plus. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il y en a qui mutent 10 000 fois plus. Donc, la majorité des bactéries des isolats naturels, lorsqu'on les stresse avec simplement une carence, se mettent à muter. C'est une mutagénèse inductible. Ça veut dire que si vous les redonnez à manger, vous les remettez dans un milieu riche, la mutagénèse redescend. Et ça, c'est extraordinaire, parce que on n'a plus besoin de recombiner, ce n'est plus des mécanismes compliqués. C'est simplement quand vous êtes stressé, vous mutez plus, vous enlevez le stress, vous redescendez. Il faut des conditions physiologiques particulières pour avoir cette mutagénèse. Il faut que ce soit une croissance en biofilm, mais un tube digestif, les bactéries sont en biofilm. Il faut de l'oxygène. Bon, c'est plutôt anaérobie, un tube digestif. Il faut de nombreux régulons. Sur le plan moléculaire, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on a vu pour le système de réparation des mésappareillements, où c'était essentiellement mutès. Là, il faut les régulons RPOS, AMP cyclique, et il faut l'action des ADN polymérases translésionnelles. Alors, si l'on compare finalement toujours les commensales et les pathogènes, eh bien, on peut s'apercevoir qu'elles ont finalement des stratégies de mutagénèse distinctes. Et on a vu que les bactéries commensales avaient plutôt une mutagénèse inductible, tandis, comme nous l'avions vu tout à l'heure, pour les pathogènes qui sont responsables d'infections urinaires, on a plutôt une mutagénèse constitutive. Donc vous voyez, là encore, selon qu'on soit commensal ou pathogène, eh bien, on n'a pas l'air de fonctionner, de faire sa mutagénèse de la même façon. Bien, nous avons vu l'organisation du génome, nous avons vu la mutagénèse dans l'espèce. Nous allons maintenant voir la troisième partie de l'exposé, où je vais vous parler d'épidémiologie moléculaire, d'études d'association
et de pouvoir pathogène expérimental, toujours en essayant de comparer commensal et pathogène. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a commensal et commensal. On fait quelque chose de tout simple. On prend des Escherichia coli de sujets sains qui n'ont pas pris d'antibiotiques depuis un mois et on regarde si ces souches, c'est à quel groupe phylogénétique elles appartiennent. Nous avions fait ça pour des étudiants à Brest, des Parisiens. Nous avons fait ça pour des sujets colombiens de Bogota, des Béninois à Cotonou, et puis nous avions également des Amérindiens en Guyane française. Et puis on a comparé ça aux données de la littérature, par exemple des Américains et des Japonais. Alors, pas regarder tous ces chiffres, mais regardons juste quelle est la prévalence de ces fameuses souches B2. Bien, vous voyez que les Américains, ils ont à peu près 50% de souches, et les Amérindiens, ils en ont 3%. Donc, ce n'est vraiment pas les mêmes colis qu'il y a chez les Amérindiens et les Américains. Et puis nous, les Français, actuellement, on est aux alentours de 30%. Mais ça, c'est quelque chose de variable. Parce qu'on est retourné dans des collections, par exemple, les Parisiens, on a retrouvé des collections des années 80, des sujets sains, c'est-à-dire qui n'ont pas pris d'antibiotiques, qui vont parfaitement bien. On prend leur colis. Eh bien, on s'apercevait qu'à l'époque, dans les années 80, à Paris, il y avait moins de 10% de B2, et puis petit à petit, ça augmente. Et actuellement, on est à plus de 30% de B2. Alors pourquoi ? Vraisemblablement, les habitudes alimentaires qui ont changé considérablement en 30 ans, aussi la consommation d'antibiotiques, et puis les mesures d'hygiène qui ont changé. Donc, vous voyez, déjà, un commensal, ça dépend où on le prend, où il se trouve, et on trouve des colis qui sont déjà différents. Alors, si vous comparez maintenant des souches commensales et pathogènes, et là, nous avons comparé à des souches responsables de septicémie, donc une infection grave généralisée, eh bien, si on regarde la répartition dans les groupes phylogénétiques, on s'aperçoit que de 34% chez les sujets en situation commensale, on est à plus de 50% chez les sujets qui présentent une septicémie, et vous avez une diminution du A. Et nous avons dans cette étude apparié sur le sexe et l'âge, parce qu'on sait également que selon le sexe et selon l'âge, eh bien, on n'a pas les mêmes colis dans le tube digestif. Nous voyons donc un enrichissement ou une perte de certains colis qui sont responsables de cette pathologie extra-intestinale. Alors, nous avons continué cette épidémiologie moléculaire en caractérisant ce que l'on appelle des gènes de virulence. Alors, j'ai mis des guillemets, on va voir pourquoi j'ai mis des guillemets. Ces gènes de virulence, ils appartiennent à 4 grandes classes fonctionnelles majeures, qui sont des adhésines, pour adhérer aux cellules. Il faut capturer du fer, parce que le fer, c'est indispensable pour la bactérie, pour sa croissance. Il faut des toxines pour tuer ce qui vous entoure, notamment, par exemple, les macrophages. Puis, il faut se protéger lors d'une infection, donc il faut avoir ce qu'on appelle des protectines, c'est-à-dire des capsules. Eh bien, on a vu que ces gènes de virulence sont le plus souvent localisés dans ces îlots génomiques que je vous ai montrés, cette espèce de Lego. Et puis, Philippe vous en a parlé tout à l'heure un petit peu. Notre collègue Jörg Acker avait appelé ces îlots des îlots de pathogénicité. Il a appelé ça PI, Pathogenicity Island, et on gardera cette dénomination. C'est assez pratique, c'est assez court. Donc, quand on parlera des PI, c'est ces îlots de pathogénicité. Et on a montré qu'en fait, ces îlots de pathogénicité étaient associés majoritairement aux souches du groupe phylogénétique B2, et qu'ils sont retrouvés préférentiellement dans les souches responsables d'infections extra-intestinales. Donc, comment ça, les pathogènes, ça commence à s'affiner. A priori, ce n'est pas les mêmes. Alors, on sait tous que certains patients qui sont immunodéprimés peuvent faire des septicémies avec des souches très peu virulentes, parce qu'ils sont vraiment très immunodéprimés. Donc, pour se débarrasser du problème de l'hôte, nous avons développé un modèle animal très simple qui quantifie ce que j'ai appelé dans ma définition la virulence, c'est-à-dire qu'il va nous apprécier la virulence intrinsèque de la souche. Et on a développé un modèle très simple. Il suffit d'injecter 2,18 Escherichia coli en sous-cutané dans le cou de la souris. Et vous voyez ici, nous avions testé une centaine de souches. Le modèle est très dichotomique. Soit on tue les souris, 90 à 100% des souris sont tuées, soit les souris survivent. Bien. À l'aide de ce modèle, nous avons donc étudié une centaine de souches avec l'ensemble des caractères. Alors, dans la suite de mon exposé, je vais souvent utiliser cette méthode statistique. C'est une analyse factorielle de correspondance qui nous permet de projeter l'ensemble des points sur le plan qui rend le compte du maximum de la variance, avec 2 axes, un axe F1 et F2, qui sont orthogonaux. Et vous voyez que, par exemple, sur cet axe F1, ici, vous séparez très nettement, d'un côté, les souches originaires des selles, les souches fécales, qui sont des groupes phylogénétiques A et B1, et qui ne tuent pas la souris. Et de l'autre côté de cet axe F1, nous avons les souches B2, groupes phylogénétiques, qui tuent les souris
qui ont tous ces gènes de virulence dont j'ai parlé, protectine, adésine, système de capture du fer, toxine, et un peu plus décalé, le fait de provenir d'un prélèvement pathogène extra-intestinal. Nous avons donc ici un lien entre phylogénie, gène de virulence, et virulence intrinsèque. Alors, nous sommes retournés aux souches que nous avions séquencées, et nous avons passé ces souches dans le modèle animal. Et on a cherché, on était un petit peu naïf, est-ce qu'il y a des gènes qu'on va trouver associés au fait de tuer la souris, puisqu'on a les génomes complets? Bien, nous n'avons évidemment rien trouvé, c'était un petit peu illusoire. Pourquoi on n'a rien trouvé? En fait, parce que cette virulence est un phénomène extrêmement complexe, qui est multigénique, et nous avons vu qu'il y a un pool de gènes énorme dans ce génome variable d'Escherichia coli. Nous avons vu ce Lego génétique qui fait qu'il y a de multiples combinatoires possibles, et puis nous venons de voir qu'il y a un fond particulier génétique qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes d'épistasie, c'est-à-dire d'interaction entre les différentes régions du génome. Il faut un gène avec un autre en même temps pour avoir l'effet, pour avoir le phénotype. Et puis cette virulence, elle est survenue de nombreuses fois au cours de l'évolution avec des chemins évolutifs différents. C'est ce qu'on appelle en évolution une convergence, c'est tout simplement l'aile de l'oiseau et l'aile de la chauve-souris. On arrive à la même chose, mais c'est deux chemins complètement différents. Donc, cette virulence extra-intestinale, elle est extrêmement complexe. Alors, tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont des études d'association. Est-ce qu'on peut un petit peu prouver les choses? Eh bien oui, grâce à un travail considérable qu'a fait Médéric Diard, qui a fait sa thèse dans le labo d'Ivan Matic et dans notre laboratoire. Il a mis plus d'une année à construire cette souche. Il a pris une souche qui s'appelle 536, une souche B2, du groupe phylogénique B2, responsable d'une pyélonéphrite, et il a enlevé un par un les 7 îlots de pathogénicité. C'est un travail énorme. Il est arrivé à faire cette souche, et pour nous, ça a été un outil extraordinaire, parce que finalement, on va pouvoir tester nos hypothèses. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris la souche de Médéric et qu'on l'a injectée chez nos souris. Alors la souche 536, elle est redoutable. Elle tue les souris en moins de 20 heures, 100% des souris. Vous avez ici le contrôle, qui est la souche K12 du groupe A, la souche de laboratoire, qui ne tue aucune souris. Eh bien oui, les îlots de pathogénicité coopèrent bien de manière additive pour exprimer la virulence intestinale. Vous enlevez un îlot de pathogénicité, vous diminuez la virulence, vous en enlevez 2, ça marche, vous en enlevez 5, vous en enlevez 7, c'est encore mieux. Alors c'est exactement ce qu'on pensait, mais en fait, quand on a publié, on n'a pas triché, mais on a vu, ça on l'a vu. Mais en fait, on a vu d'autres choses, des choses plus compliquées, où quand on en enlevait 2, puis après une autre combinaison, on en enlevait un troisième, ça revenait plus virulent. En fait, les choses sont plus compliquées que ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a de l'épistasie, c'est-à-dire que certains gènes dépendent d'autres pour avoir l'effet. Donc, finalement, ce modèle nous a bien confortés dans ce que nous avions vu. Alors ça, c'est les souris. Mais maintenant, passons à l'homme. Donc, ce que nous avons fait, nous avons pris des souches isolées de patients septicémiques, bactériémiques, 60 souches. Et nous avons étudié ces souches dans le modèle animal, et nous avons regardé également la clinique des patients, c'est-à-dire quel était le devenir de ces patients. Alors, si on prend les souches de ces patients bactériémiques, on retrouve bien les A et les B1 qui ne tuent pas la souris, sur cette analyse factorielle de correspondance. On a bien les B2 qui tuent la souris, mais vous voyez que le fait, chez les patients, de décéder ou d'avoir un score sévère, lorsqu'il se passe par exemple en réanimation, eh bien, vous voyez que c'est orthogonal à cet axe-là, et ce que ça veut dire dans l'AFC orthogonal, que c'est complètement indépendant. Ce qui veut dire qu'au XXIe siècle, on va voir pourquoi j'ai écrit XXIe siècle, les hommes ne sont pas des souris. On ne retrouve pas chez les hommes ce qu'on trouve chez les souris. Nous avons fait une grande étude prospective française multicentrique, appelée Colibafi, où nous avons récolté plus de 1000 patients adultes avec une bactériémie. Nous avons isolé les souches. Vous voyez, c'est une maladie grave en France. Dans les CHU, centres hospitaliers universitaires, 13% des patients décèdent. Donc la septicémie à coli, c'est quelque chose de fréquent et grave. Eh bien, nous avons fait une analyse statistique multivariée pour trouver les facteurs prédictifs du décès. Eh bien, nous avons eu la surprise de voir que c'est le terrain qui est majeur, c'est l'âge, entre 65 et 79. Avant, le pronostic est bon. Après, le pronostic est bon. On a eu un patient de 101 ans, c'est ce qu'on appelle les survivors, c'est-à-dire les gens qui ont passé toute cette période où on a les cancers, etc., où on est diabétique, etc. Une fois qu'on a passé cet âge-là, ces patients avaient un très bon pronostic. Donc l'immunosuppression était un facteur prédictif du décès, et la cirrhose également.
la physiopathologie de la septicémie était aussi un élément pronostic. Je vous ai dit que la porte d'entrée pouvait être urinaire ou digestive. Eh bien, la porte d'entrée non urinaire, digestive et rare mais très grave, cutanée, était un facteur prédictif de décès. Et chose contre-intuitive, c'est que c'est l'absence de gènes de virulence, système de capture du fer ou adhésine, qui est un facteur prédictif de décès. Alors, comment expliquer ça? Bien, en fait, c'est parce que les souches B2, avec beaucoup de gènes de virulence, entre guillemets, qui tuent la souris, ce sont des souches qui sont majoritairement responsables de pyélonéphrite avec bactériémie chez la femme jeune. Ce sont des souches sensibles aux antibiotiques. Ce sont des femmes qui ont un excellent terrain. Elles arrivent aux urgences, elles ont une injection d'antibiotiques, elles repartent le lendemain. Le terrain est bon. Ce qui fait la gravité des Escherichia coli, ces épicémies, c'est surtout l'hôte. Et revenons à notre analyse factorielle de correspondance et imaginons quel aurait été le résultat si nous avions fait la même étude il y a 100 ans. Quand nous n'avions pas les antibiotiques, c'est peut-être ce qui va arriver, remarque, après ce que tu nous racontes, mais par contre, quand il n'y avait pas la médecine moderne, c'est-à-dire qu'actuellement on guérit de plus en plus de cancers, on peut faire des greffes parce qu'on a des immunodépressions, si on n'avait pas ce caractère ici immunodéprimé, donc très vraisemblablement, si on avait fait cette étude il y a 100 ans, eh bien, on aurait vu ici décès et score de gravité très vraisemblablement basculer et venir se mettre ici comme avec les souris. C'est-à-dire que dans ce cas, nous retrouverions ce que nous avons pour les souris. Alors, maintenant, on va essayer un peu de réfléchir. Qu'est-ce qui a pu sélectionner cette virulence que j'ai toujours mis entre guillemets avec ces gènes de virulence jusqu'à maintenant? D'abord, la première chose, je vous ai dit que les B2, ça tuait la souris, mais vous avez vu, comme moi, on en a d'ailleurs dans la salle sûrement 30% en situation commensale. Donc les choses ne sont pas aussi simples. Deuxièmement, si on réfléchit en termes évolutifs, tuer son hôte pour un Escherichia coli extra-intestinal, c'est un cul-de-sac évolutif. Un patient qui a une septicémie, ça s'arrête. C'est complètement différent des diarrhées, où un colis qui donne une diarrhée va par contre permettre de se diffuser d'un patient à l'autre. Donc on prend là que les gènes qui donnent une diarrhée soient sélectionnés en termes évolutifs, mais sûrement pas des gènes qui tuent les patients. Nous avions fait, il y a quelques années, avec notre collègue Xavier Nassif à l'Institut Necker, une étude génomique sur 60 souches du groupe B2, et nous avions étudié notre phénotype de virulence chez la souris. On avait vu, en faisant un arbre phylogénétique, que en fait, ce caractère virulent était un caractère à la base de l'arbre, comme un état primitif et non dérivé. Et avec ces études en macroarrêt, nous avions vu qu'il était associé à des gènes impliqués certes dans la virulence, mais également dans le commensalisme. Il y avait des régulateurs transcriptionnels, des métabolismes du fer, et on sait bien que pour pousser dans un intestin, il faut aussi du fer, il faut des adhésines, et il faut adhérer aux cellules épithéliales de l'intestin pour être un bon commensal, et la biosynthèse du lipopolysaccharide pour se protéger. Alors, Gould et Levontin, dans les années 79, ont proposé une critique assez acerbe du programme adaptationniste qui dit que dans un individu, tous les traits sont adaptatifs. Et pour cette critique, il a utilisé une métaphore architecturale et il a étudié ce qui s'appelle ces spandrels en anglais, c'est-à-dire ces écoinçons. Vous voyez ce triangle ici, dans la basilique Saint-Marc à Venise, où on a représenté ces anges avec ici la voûte. Et ce que l'on pourrait croire quand on rentre dans la basilique Saint-Marc, c'est que c'est tellement beau que c'est ça qu'on a d'abord fait en premier, c'est ça qui est adapté, et puis la voûte, on l'a faite en second. Bien sûr, la contrainte architecturale, c'est la voûte, et c'est secondairement qu'on a dessiné ces représentations. Et bien donc, Gould et Levontin ont proposé que le terme en français pour ces spandrels, c'est écoinçons, pour ces endroits entre les deux voûtes. Et bien, ils ont proposé qu'en biologie évolutive, ce soit une caractéristique phénotypique, dans ce cas la représentation de l'ange, qui a évolué comme un effet collatéral de la véritable adaptation, c'est-à-dire la voûte. Bien, ce que nous proposons, nous, pour la virulence extra-intestinale, c'est que l'ange, ce soit la virulence, et que la voûte, ce soit le commensalisme. C'est-à-dire que la virulence extra-intestinale soit un effet collatéral du commensalisme. Ce qui a été sélectionné, vraisemblablement, c'est pour que coli soit un bon commensal. Et puis, il se trouve que tous ces gènes, qui sont des gènes de, entre guillemets, commensalisme, eh bien, ils sont responsables de la virulence. Alors, est-ce qu'on peut prouver ça? Je vois Philippe qui lève les sourcils après ce que je dis. Il doit dire, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ben oui, parce qu'on a les souches de Médéric. Et ces souches de Médéric, ce sont des mutants. Là, on peut essayer de prouver pour voir si ce qu'on dit est vrai ou pas.
Ce que l'on a fait, c'est qu'on a utilisé les souches de Médéric dans un modèle maintenant qui n'est plus un modèle de septicémie, mais qui est un modèle de colonisation chez la souris. On a commencé par mettre les souches en monocolonisation chez la souris entre la souche WT pour wild type en anglais, donc la souche sauvage, et la souche mutante chez qui on a délété les 7 pailles. Vous voyez que si on met les bactéries ensemble, il ne se passe rien. Mais par contre, pour voir des défauts de fitness importants, ce qui est important de faire, ce sont des défauts de fitness peu importants, c'est de faire de la compétition. On s'est donc mis à mettre ensemble la bactérie sauvage et la bactérie mutante, chez qui on avait délété le paille 1, le paille 2, le paille 3, le paille 4, le 5, le 6, le 7 et les 7 en même temps. Vous avez ici les choses exprimées comme le ratio du mutant sur le sauvage, avec en gris ce que l'on voit à J1 chez la souris et en blanc ce que l'on voit à J7. Eh bien, ce que l'on a vu, c'est que lorsqu'on enlève un paille, il ne se passe rien. Mais par contre, si vous enlevez les 7 pailles, au bout de 7 jours, le mutant perd. C'est-à-dire que finalement, on avait là la preuve que les îlots de pathogénicité sont bien impliqués dans la colonisation intestinale. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin. On a recherché des phénotypes corrélés à ce défaut de colonisation intestinale. On a fait pousser les bactéries en chémostat, en compétition, avec ou sans stress, acide, biliaire, aérobie, anaérobie. On n'a pas vu de différence. On a bien vu une différence dans la formation de biofilms, mais ce n'était pas corrélé à notre phénotype chez la souris, puisqu'on voyait ça aussi quand on délétait l'îlot de pathogénicité 2 et le 3. Par contre, il y a quelque chose que l'on a vu de tout à fait surprenant, c'est que ces mutants à qui on avait, ces souches à qui on avait délété les 7 îlots, elles avaient une mobilité tout à fait particulière. On a regardé les bactéries, leur mobilité, si elles essaimaient ou si elles nageaient. En effet, oui, ça se déplace, les bactéries, selon le pourcentage d'agarose que vous mettez. Vous avez ici la bactérie sauvage et la bactérie chez qui on a enlevé un paille. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans l'essaimage et qu'elles nagent pareil. Par contre, regardez la différence entre la sauvage et celle chez qui on a enlevé les 7 pailles en termes d'essaimage et de nage. Ces bactéries sont hyper mobiles. Nous avons confirmé ça par PCR, par qPCR, RT-PCR, donc en regardant l'expression de l'ARN, il y a bien une surexpression des gènes du flagelle. Et quand nous avons délété le gène du flagelle chez le mutant porteur de ces 7 pailles, le mutant délété pour les 7 pailles, eh bien, nous n'avions plus cette perte dans la compétition. Donc, il y a bien un rôle du flagelle. Alors, on n'est pas allé plus loin sur le plan moléculaire. Il est certain que le flagelle, c'est très immunogène, ça, Philippe, c'est bien ça. Et puis le flagelle, donc c'est très coûteux pour la bactérie. Donc il y a des choses à faire, nous ne sommes pas allés plus loin. Alors, dans un tube digestif, il faut se battre contre les autres bactéries, ce n'est pas si facile que ça. Et puis il faut aussi se battre contre les protozoaires. Parce que dans un tube digestif, on est brouté. Les bactéries sont mangées par phagocytose par les protozoaires. Alors ce que nous avons fait, nous avons développé un système très simple. Nous avons pris 10 puissance 2 Dictyostelium discoidum, qui est une amine sociale haploïde, et on a mis ça en contact avec des Escherichia coli. Alors regardez ce qui se passe si vous laissez ça pendant 7 jours à l'étuve. Vous avez ici le cas d'une bactérie commensale, le fameux K12 du gros phylogénétique A. On a mis 10 puissance 8 bactéries et on a mis 100 amibes. Et bien vous voyez qu'on a des trous, c'est-à-dire il y a des plages de lys, vous retrouvez vos 100 amibes ici, c'est-à-dire que véritablement les amibes ont mangé les bactéries, elles les ont broutées. Par contre, vous prenez la souche 536, la souche pathogène B2, vous voyez qu'il y a un tapis bactérien, il ne se passe rien, voire même ça tue l'amibe. Donc vous voyez que selon le type de colis, eh bien, soit on peut résister au broutage, soit on peut se faire brouter. Oui. Et si on revient à nos bactéries, maintenant si on a repris ici une trentaine de souches humaines commensales et pathogènes, nous prenons des isolats naturels, on reprend cette analyse factorielle de correspondance et toujours ce premier axe qui nous oppose les A et les B1 et les commensales, eh bien les souris ne sont pas tuées, eh bien on s'aperçoit qu'ici les bactéries sont broutées. Par contre, ici, les B2 qui tuent la souris, qui ont ces nombreux gènes de virulence, eh bien, sont résistants au broutage. Et là encore, nous avons confirmé par des analyses de mutants, nous avons muté un gène d'un îlot de pathogénicité qu'on appelle le High Pathogenicity Island, qui est impliqué dans la capture du fer. Nous avons muté le gène IRP2. Et vous voyez ici les plages de lys du contrôle qui sont broutées. La souche sauvage, qui est une souche B2 responsable de pyélonéphrite,
n'est pas broutée, résistance au broutage, vous inactivez ce gène IRP, elle se fait brouter et vous complémentez par un plasmide. Donc on a bien un rôle des îlots de pathogénicité dans la résistance au broutage. Excusez-moi, ce broutage, c'est bien quelque chose que rencontrent les bactéries dans le tube digestif, mais sur le plan évolutif, un macrophage est finalement très proche d'une amibe. Donc c'est toujours la même idée de l'effet collatéral du commensalisme, c'est-à-dire que ce qu'a développé la bactérie pour lutter dans ce tube digestif contre les amibes, ça lui permet sans doute de lutter contre les macrophages et de donner l'infection. Alors je terminerai cet exposé avec le dernier environnement des Escherichia coli, qui est l'environnement secondaire, c'est-à-dire l'eau et les sédiments. C'est un travail que nous avons fait avec nos collègues bactériologistes de l'eau à Rouen, et nous avons regardé dans l'eau d'affluent de la Seine, et dans la Seine, jusque assez loin, jusque vers le Havre, quels étaient les colis. D'abord, il y a des colis dans l'eau. Il y a des colis dans l'eau de la Seine. Il y en a à peu près de 1,12 à 4,14 pour 100 ml. Et si l'on regarde quelle est la structure de population de ces colis, on voit que c'est variable. C'est variable en fonction des conditions hydrologiques, saison sèche, ça existe en Normandie, des pluies, et puis de l'utilisation du bassin versant, que ce soit des animaux sauvages, du bétail et le degré d'anthroposisation. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les animaux sauvages ont des colis particuliers, c'est certains types de B2. Les animaux d'élevage ont des colis également particuliers. Par exemple, les colis qui sont résistants aux antibiotiques dans ces élevages, c'est souvent des B1 que l'on trouve, et puis le degré d'anthropisation. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait l'air de voir un groupe, des clones du groupe phylogénétique B1, qui semblait persistant et adapté dans de l'eau qui n'était pas contaminée par l'homme et les animaux. Donc on a continué un petit peu à faire des tests phénotypiques sur quelques-unes de ces souches, et notamment on a fait une expérience en microcosme, c'est-à-dire qu'on a étudié la survie des souches que l'on a laissé une quinzaine de jours dans de l'eau d'estuaire de Seine que nous avions filtrée, on laisse ça à 10 degrés avec de l'obscurité. Et nous avons également regardé des croissances à 7, 10 et 20 degrés et différentes utilisations de sources de carbone. Donc nous avons toujours cette représentation en analyse factorielle de correspondance. Eh bien, on peut s'apercevoir que ces souches de B1 qui sont adaptées à l'eau ont aussi des caractéristiques particulières. Nous avons ici, sur l'axe 1 de cet AFC, 4 types de survie. Nous avons ici les souches qui survivent de 7 à 14 jours, ici de 4 à 6 jours, de 2 à 3 jours, et puis des souches qui survivent peu. Et vous voyez que les souches qui survivent appartiennent au groupe phylogénétique B1, ont des facteurs de virulence entre guillemets particuliers, ce sont des protectines, KPS ou OMT, elles poussent à 7 degrés, elles dégradent des macromolécules, peptine, gélatine, TUID40, qui correspondent à des exoenzymes, et ce que j'en ai pas parlé, mais on pourrait en parler, ce serait la jonction avec ce qu'a fait Philippe, elles sont antibiotiques sensibles. Donc vraisemblablement, nous avons mis là en évidence des clones qui se sont naturalisés, qui se sont adaptés. Alors nous avons maintenant séquencé ces génomes, et ces génomes sont en cours d'analyse. Alors, si l'on conclut, la question qui m'était posée, commensal ou pathogène, tout est-il écrit dans le génome? Alors, sans doute une grande partie du commensalisme, du saprophytisme et de la virulence est écrite dans le génome. Mais vraisemblablement, à peine une petite partie est déchiffrée. C'est les résultats que je vous ai montrés pour la mutagénèse, et c'est les résultats que je vous ai montrés pour la présence-absence de gènes. Et on a vu que c'est déjà complexe, parce que cette affaire était multigénique, avec de multiples combinaisons, et qu'il y avait de l'épistasie. Il reste beaucoup de choses à étudier. Il nous reste les variations en termes de polymorphisme nucléotide de séquences, les SNPs dans les régions codantes, que l'on commence à étudier maintenant qu'on a beaucoup de séquences de génomes à haut débit. Et puis, ça, c'était le codant. Il nous reste tout le domaine de la régulation, c'est-à-dire les SNPs dans les promoteurs, ce qui régule l'expression des gènes, les petits ARN, la méthylation. Il nous reste encore beaucoup de choses à analyser. Nous avons vu que la pathogénicité dépend aussi de l'hôte et de la physiopathologie, et que l'homme du XXIe siècle est loin d'être une souris. Enfin, nous proposons, et nous avons des arguments convaincants pour le croire, que la virulence extra-intestinale est un effet collatéral du commensalisme. J'espère vous avoir convaincu que les isolats naturels des Escherichia coli sont un merveilleux modèle pour l'étude des mécanismes écologiques et évolutifs de la virulence. Alors, ça, c'est un petit peu de soleil sous le ciel de Bichat, dans le 18e arrondissement, avec 2 personnes qui ont beaucoup participé à ce travail. Donc, Olivier Tenaillon, qui est directeur de recherche à l'INSERM, Olivier Clermont, qui est ingénieur de recherche à l'Université Paris Diderot, entre autres.
Et puis notre recherche est financée largement par la Fondation pour la recherche médicale, que je tiens vraiment à remercier, qui a été un soutien constant pour nous. Nous avons de l'argent également de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, notamment par le biais de projets hospitaliers de recherche clinique. Nous avons un petit peu d'argent de l'ANR, ce n'est pas facile à obtenir. Et puis nous avons de l'argent de l'IDEX de Sorbonne Paris-Cité. Ce travail est bien sûr un travail qui a été fait sur de nombreuses années, collaboratif. J'ai un peu cité les collègues. Je tiens encore à remercier Ivan Matic et Miroslav Radman, INSERM, Université Paris-Descartes. À l'Institut Pasteur, Édouard de Rocha et Marie Touchon. Au Génoscope CEA, Valérie Barbe, Claudine Ménig. À l'ENS Paris, Sandrine Adiba. L'Université de Rouen pour l'eau, c'est Fabienne Petit. Et puis 2 collègues étrangers avec qui nous collaborons depuis des années, James Johnson au Minnesota et David Gordon à Canberra. Je vous remercie.